Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Comme chacun le sait, l'assurance maladie est un dispositif chargé d'assurer une personne face à des risques de soins en cas de maladie. Dans la plupart des pays, une grande part de l'assurance maladie est prise en charge par l'État. Le fonctionnement, comme dans toutes les autres formes d'assurance, est fondé sur la mutualisation du risque. Chaque personne cotise et en échange, elle est remboursée selon un barème fixé. En Mauritanie, pour bénéficier des prestations fournies par l'assurance maladie, les personnes couvertes par cette assurance doivent être immatriculées à la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Depuis sa création en 2007, la CNAM a étendu considérablement sa couverture maladie de base visant l'assurance maladie universelle à long terme. Elle couvre aujourd'hui les parlementaires, fonctionnaires et agents de l'État, les personnels des forces armées en position d'activité, les personnels des établissements publics, les sociétés à capitaux publics, les personnes morales de droit public, les personnels des sociétés du secteur privé, les titulaires de pensions de retraite issus de ces groupes. À ces groupes d'assurés s'ajoutent désormais 100 000 ménages pauvres en Mauritanie. Cette initiative qui intervient dans le sillage de la signature récente d'un accord entre l'agence Taazour et la CNAM a donné lieu à une cérémonie officielle de lancement supervisée vendredi dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. C'est à cet important sujet d'actualité que nous consacrons ce numéro de votre magazine hebdomadaire d'actualité Zoom Sur. Pour débattre de l'intérêt et de la portée sociale de cet événement, nous avons invité sur ce plateau M. Mohamed Yahya Ould Harme, vice-président de l'Union pour la République UPR, Maître Logourmo Abdoul, premier vice-président de l'Union des forces du progrès, M. Debbe Ould Zeyn, directeur général de la CNAM. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage d'Abdoul Adamaba qui revient sur les temps forts de cet événement. سيدة توتو ستستلم بطاقات التأمين الصحي لأفراد أسرتها البالغ عددهم 9. Appuyer et promouvoir les couches démunies en vue de faciliter l'intégration sociale et économique des familles vulnérables, un vœu cher au chef de l'État qui a été détaillé dans le programme et priorités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. C'est dans cette optique que plus de 100 000 citoyens bénéficient de cette carte d'assurance maladie mise en œuvre par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Les habitants de toutes les wilayas du pays vont à terme bénéficier de cette intervention. La première phase de cette opération a ciblé les citoyens démunis et ceux atteints de maladies chroniques. Les détenteurs de cette carte sont ainsi éligibles à l'accès à des services de santé en accord avec la loi numéro 006-2005 régissant l'assurance maladie. Il s'agit notamment de la prise en charge des soins médicaux des malades, de la prévention, de la chirurgie, des frais d'hospitalisation, d'évacuation, ainsi que l'accès aux médicaments, entre autres. Le délégué général de Taazour, Mohamed Mahmoud Bouassiri, a au cours de ces cérémonies déclaré que la santé est un facteur essentiel pour un développement humain durable. L'accès, dit-il, à des services de santé de qualité est une préoccupation majeure pour tous les pays, ce qui ne peut se réaliser que grâce à un mécanisme efficace et efficient de couverture sanitaire universelle. Il a en outre indiqué que la supervision du lancement de cette opération par le chef de l'État témoigne de sa volonté pour le développement du pays et en particulier l'essor des couches vulnérables. Mohamed Mahmoud Bouassiri a aussi souligné que la première phase de cette opération a enregistré la distribution de plus de 107 000 cartes d'assurance maladie, dont 69 866 pour cette première phase au profit des résidents des wilayas du Hod el-Sharqi, du Hod el-Gharbi, de l'Assaba, du Gorgol, du Brakna, du Trarza et du Guidimaha. Il a enfin précisé que cette intervention sera élargie à toutes les wilayas du pays avant la fin de cette année. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de s'exprimer et ont tour à tour remercié le président de la République pour cette action.
Au profit des franges démunies, elles ont aussi tour à tour magnifié cette prise en charge qui leur est accordée. Cette cérémonie a pris fin par cette photo de famille avec le chef de l'État. Merci Abdoul Adamaba pour ce reportage. Et pour commencer, que représente l'intégration de 100 000 foyers dans le système d'assurance maladie universelle? Merci. Je vous remercie pour cette opportunité de mettre cette décision dans son cadre général, qui est celui de la mise en place au niveau du pays d'un système d'assurance maladie qui doit couvrir l'ensemble de la population. Comme vous venez de le faire dans votre présentation, l'assurance maladie en Mauritanie a commencé en 2007 et elle a évolué par étapes. En 2007, elle a couvert les fonctionnaires et les forces armées. En 2010, elle s'est étendue aux établissements publics et parapublics ainsi qu'à les retraités. En 2014, elle a été étendue au secteur privé. Et après, à un certain nombre d'autres organismes comme les ONG, la pêche artisanale, les imams des mosquées, et les dockers qu'on vient d'intégrer à travers le port autonome de Nouakchott. Et actuellement, donc, nous sommes dans une nouvelle phase d'extension de cette assurance maladie, phase particulièrement importante parce qu'elle va permettre pratiquement de doubler les périmètres couverts par l'assurance maladie. Si nous étions autour d'environ 525 000 assurés inscrits à la CNAM, nous allons devoir intégrer dans le cadre de cette opération environ 100 000 familles, ce qui est rapporté à la moyenne de la famille mauritanienne qui est de 6,2, à peu près une population de 620 000. C'est-à-dire que cette décision, son importance d'abord en termes d'extension de l'assurance maladie, l'assurance maladie va faire un bond en termes de périmètre au niveau du pays. Nous allons passer pratiquement à plus d'1 million d'assurés. Son importance aussi maintenant en termes plutôt économiques, c'est qu'elle va intégrer une frange de la population qui est fragile et qui n'avait pas les possibilités avant de participer à l'assurance maladie, qui est contributif. Donc l'État va se substituer à cette population et va cotiser pour son compte. Son importance aussi, c'est que vous savez que l'assurance maladie, tous les pays du monde sont arrivés à la conclusion que les soins ne peuvent pas être payés par les personnes, quel que soit par ailleurs leur pouvoir économique et leurs possibilités. Les maladies sont maintenant couvertes partout dans le monde par un système d'assurance maladie dans lequel, comme vous l'avez dit, il y a une solidarité entre les différents intervenants. Chacun cotise selon son revenu, mais tout le monde profite aussi pour se soigner quand il y a des besoins. Donc cette frange importante de la population qui n'a pas de ressources pour cotiser elle-même, pour profiter du système, va être prise en charge. L'État va cotiser à sa place et va être intégré dans le système d'assurance maladie global. Elle va bénéficier de tous les avantages dont bénéficient les autres assurés du système contributif jusqu'à maintenant. Nous passons de 525 à 1 million. Nous intégrons une population fragile qui n'a pas les moyens de se soigner et nous sommes en train d'atteindre ou d'aller dans la bonne direction pour ce qui est de l'un des objectifs de la CNAM. L'un des objectifs de la CNAM, c'est l'extension continue du périmètre de l'assurance maladie jusqu'à ce qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la population. Et donc ça, c'est une importante étape de ce processus d'extension de l'assurance maladie. On reparlera plus en détail des étapes de cette initiative. Quelle est sa portée politique pour les représentants des partis politiques que vous êtes? D'accord. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation en bonne compagnie, puisque les deux frères et amis sont des gens que nous connaissons très bien. Et je sais il n'y a pas de meilleure personne indiquée pour faire le point sur la question. Alors donc moi je vais aborder le problème à la fois sous cet angle sur lequel Doumbel a abordé, mais aussi sous un angle plus global de la protection sociale, de la mise de l'homme au cœur des politiques publiques que nous déroulons, parce que c'est très, très, très important. Effectivement, les chiffres sont parlants, parce que doubler l'effectif des assurés pris en charge par l'assurance maladie a un impact extrêmement important, à la fois
sur la protection sociale elle-même, mais sur les politiques économiques, les politiques de développement, etc. Comme vous le savez, passer à 1 million et quelques à partir de 600 000 personnes, c'est un fait très important. C'était déjà inscrit dans le programme du président de la République, son Excellence Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui avait promis donc de généraliser l'assurance universelle en fonction des standards de l'OMS. C'était donc dans son programme électoral. Et donc, voilà que ce volet est en train de se réaliser, comme beaucoup d'autres volets sur le plan social, sur lesquels nous aurons le temps de revenir, puisque cela s'inscrit dans un cadre global de politique sociale, de priorité à la politique sociale. Vous le voyez, il y a eu des mesures en novembre, le 28 novembre, 10 mesures très impactantes pour les retraités, pour les enseignants, pour le corps médical, pour les handicapés, etc., qui ont constitué un tournant important dans la politique sociale du gouvernement. Je pense que ce sont de bonnes mesures. Vous avez aussi, puisque nous ne pouvons pas parler d'assurance et a fortiori de santé publique sans parler de la Covid, qui a impacté de façon extrêmement dure l'ensemble de l'humanité et notre pays en particulier. La riposte Covid a été elle aussi un volet de l'action sociale du gouvernement avec une batterie de mesures et notamment le Fonds spécial de solidarité et de lutte contre le corona qui a mobilisé 65 à ce jour 64 à 65 milliards d'anciens obligations, dont 42 milliards ont été déjà dépensés. C'est un fonds important et dont les services offerts sont des services qui touchent les priorités des ménages qui sont en situation de précarité, de fragilité. Alors, je dirais, en complément à ce qu'a dit le directeur général de la CNAM, que d'une part, il y a un doublement de l'effectif, mais il y a une amélioration de la qualité des services, puisque les 20 et quelques milliards injectés dans le système de santé ont naturellement amélioré substantiellement l'offre des services de santé. Donc, ils sont assurés, mais ils sont assurés et vont bénéficier des services, je dirais, d'une seconde génération, puisque les plateaux techniques, l'offre du système de santé est plus importante, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté. Ils vont économiser de l'argent. Voilà. Par ailleurs, j'aborderai un volet qui me semble important dans la programmation globale des stratégies économiques, c'est l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD. Les OMD. Ils sont intimement liés à la politique de santé. Nous avons été quelque peu défaillants sur certains objectifs du millénaire, 3, 4, 5 et 6, je crois, ou 4, 5 et 6, notamment la protection infantile, la protection de la mère, la protection maternelle et le VIH, malaria, etc. Or, cette assurance maladie, par la prise en charge des soins, de la prévention, des consultations, va induire un impact important sur l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Elle agit sur les objectifs 4, 5 et 6, mais elle agit sur le premier d'entre eux, qui est la lutte contre la pauvreté. Il n'y a pas plus impactant pour la lutte contre la pauvreté que la santé publique. La santé publique détermine fondamentalement, il y a une corrélation entre la pauvreté et l'offre de santé. Je m'entendrai à cela. D'accord. Monsieur Le Gourmand, en quoi cette initiative peut-elle réduire les phénomènes liés à l'injustice et à l'exclusion et pourquoi pas favoriser la paix et la cohésion sociale? Non, tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie de cette invitation. Je suis content d'être ici avec mes amis, en particulier donc monsieur le président, le directeur général de la CNAM, mon ami Harma aussi. Et donc pour un sujet aussi important qui, me semble-t-il, vient à point nommé, non seulement en raison évidemment des difficultés liées à la Covid et le démultiplicateur de misère et de difficultés sociales que cela représente depuis un certain temps, disons, depuis un certain nombre de mois, dans le monde entier, en particulier pour notre pays, mais aussi pour ce que cela peut représenter en soi, d'avoir un dispositif un peu plus visible de l'assurance sociale chez nous. Quand je dis dispositif un peu plus visible, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, les préoccupations liées à ça. En vérité d'ailleurs, moi,
en tant qu'opposition, nous avons toujours eu comme revendication de mettre dans notre pays un dispositif effectif de protection sociale, dans la mesure où nous avons un pays qui vit dans un paradoxe. Hein, et c'est classique dans les pays du tiers-monde, en particulier chez nous, c'est extrêmement visible. C'est que d'une part, nous sommes un pays très riche, et en même temps, nous sommes un pays extrêmement pauvre. Donc, évidemment, pour résoudre ces contradictions, il faut prendre un certain nombre de mesures fortes qui réduisent précisément ce fossé-là et qui, graduellement, sans démagogie, bien sûr, hein, en tenant compte de la réalité effective, hein, qui est d'abord économique, donc de mettre sur pied un processus par lequel il y aura une plus grande intégration sociale. Je mets donc cette question-là, puisque vous la posez, de la protection sociale dans le cadre de l'intégration nationale et sociale. Parce que c'est d'abord en permettant aux pauvres, puisque c'est d'abord vis-à-vis d'eux que cela est dirigé, de se sentir chez eux et de ne pas être ceux qui vivent de main tendue et qui peuvent effectivement avoir de quoi souffler et se lancer dans la vie active, que cette partie, disons, des activités des politiques publiques peuvent avoir un sens. Donc de ce point de vue-là, ce qui a été annoncé nous semble en tout cas nous, un pas important. Et les chiffres qui ont été donnés ici sont des chiffres aussi qui sont significatifs en soi. Hein, puisque en effet, 100 000 familles, ce n'est pas peu. Et je suis à peu près d'accord avec les chiffres, disons, rapportés disons, aux variables démographiques de chez nous, que ça tournerait autour de 500 000 personnes. Donc ce n'est pas peu, c'est important même. Et par ailleurs, dans le contexte de Covid, c'est un effort qu'il faut saluer en soi, dans la mesure où, effectivement, nous savons que ce sont les urgences de toutes parts qui caractérisent la situation dans laquelle aujourd'hui le monde entier se trouve et dans laquelle notre pays tout particulièrement se trouve. Donc il y a toutes ces données-là qui font que ce sont là pour moi des progrès importants qui ont été réalisés et l'opposition en tout cas ne peut de ce fait-là que s'en féliciter. Maintenant ceci étant dit, il faudrait quand même avoir la réalité économique et sociale sur laquelle ce dispositif est mis sur pied. Puisque en vérité ces problèmes-là peuvent aussi poser la question de savoir finalement quelle est la dynamique autour de laquelle ce dispositif va devoir tourner ou ne pas tourner. N'oublions pas qu'on a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé. Depuis d'ailleurs 30, 40, 50 ans, notre pays vit de lancements d'initiatives qui en soi sont positifs et qui au bout du compte, plaf, se transforment parfois au contraire de ce qu'on espérait. Donc c'est pourquoi parce qu'il y a des dynamiques peut-être qui n'ont pas été suffisamment prises en compte et qui font qu'au bout du compte, on en arrive à une situation de blocage. Alors ça veut dire donc que parmi les données qui font que l'opposition est attentive à ce dispositif qui est actuellement mis en œuvre, il y a la question centrale du monde économique dans lequel ce dispositif va s'implanter. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait pour que sur le plan économique et sur le plan donc social qui en résulte, puisque vous posez le problème en termes d'intégration, que ce dispositif-là joue pleinement. Qu'il ne joue pas seulement, disons, de manière un peu ponctuelle, hein, pour la circonstance, et que cela ne soit pas un dispositif politicien auquel on est habitué dans ce pays, mais que ce soit réellement quelque chose qui s'insère dans, disons, un processus beaucoup plus profond. Voilà la question centrale sur laquelle nous nous posons. Alors, deuxième élément qui est très important, et qui, pour moi, est tout aussi important, en tout cas, que le dispositif proprement dit, c'est la question de savoir quel est le degré d'implication de l'opinion, et en particulier des populations et autres, dans ce qui est en train d'être fait. Alors, l'un des grands problèmes de notre administration, qui est un héritage d'ailleurs de l'administration française, coloniale, hein, que nous avons mis disons, dont nous avons hérité, c'est que souvent, et malheureusement le domaine prédispose encore davantage à ça, c'est que c'est ce qu'on peut appeler l'administration biberon. Et que, on attend tout de l'État, et l'État lui-même se donne pour mission de donner aux gens. Et donc les gens attendent de l'État qu'il leur donne à quelque chose. Ce dispositif passif n'est pas bon par rapport à ce qui devrait être la finalité d'une telle disposition. Parce qu'encore une fois, ce dont il s'agit ici a deux aspects. Il y a une dimension fonctionnelle permanente, parce que comme le directeur a dit, je suis d'accord avec lui, c'est le monde entier qui se pose la question de comment assurer, disons, un dispositif d'assurance sociale permanente.
que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, les mêmes petits termes globaux se posent. Et que qu'on soit riche ou pauvre dans son pays, il y a des difficultés et des contraintes qui résultent du dispositif de partage social qui fonde cette démarche. Mais en même temps, il y a aussi l'urgence d'une situation donnée. Par exemple, quand il y a une grande sécheresse ou quand il y a une maladie comme la pandémie actuelle, il y a un dispositif d'urgence qui doit faire face à cela. Je suppose que, par exemple, la question des 100 000 familles se pose aussi en termes d'urgence en raison de la misère extrême que le Covid a accélérée. Donc, de tout ceci, j'en arrive à ce point-là, sur lequel, en tout cas, nous insistons beaucoup, c'est la fonctionnalité de notre administration. Est-ce que notre administration est réellement bien préparée pour faire face aux nécessités découlant d'un dispositif aussi lourd à mettre en œuvre? Est-ce que les populations elles-mêmes se trouveront dans une situation de durabilité du dispositif? Bien sûr, on a vu le chef de l'État, on a distribué les choses, etc. On est habitué à ça. Hein. Je ne dis pas que c'est strictement politicien, mais il y a un peu de ça. Hein. Donc on le comprend. Hein. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir, est-ce que c'est un dispositif durable? Deuxième question, et je termine. Deuxième question, et je termine. C'est les choix et les sélections. Nous sommes dans une administration qui nécessite que l'on fasse très attention sur cette durabilité parce que quelles sont les conditions dans lesquelles on va choisir les personnes? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'identification des gens, aussi bien sur le plan local, sur le plan global, sur le plan des collectivités concernées, etc. Donc il peut se poser la question de savoir est-ce que les bons choix sont toujours faits pour savoir quelles sont les populations à qui on va donner ça? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des ristournes, entre guillemets, sociales, qui vont un peu fausser les règles du jeu? Donc voilà les questions, les préoccupations qui sont les nôtres. Est-ce que cette initiative n'impose pas aujourd'hui d'autres réadaptations profondes de notre stratégie de lutte contre la pauvreté? Voilà. Oui, je voulais, avant que Ben intervienne sur les aspects qui sont les siens, commenter un peu ce qu'a dit mon ami, le professeur Le Gourmaud. Il a tout à fait raison que la programmation économique globale est une nécessité impérieuse. Et je pense que c'est ce qu'on décrypte dans les démarches actuelles, dans les politiques qui sont déroulées actuellement. Effectivement, un système comme ça, il faut quand même, dire que c'est la pratique avérée de tous les pays, c'est que l'assurance subsidiaire pour ceux qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas des salariés, genre PUMA, protection universelle, CMU, etc., ce sont des systèmes avérés, pratiqués par tout le monde. Il ne faut pas laisser sur le bord de la route des gens parce qu'ils ne sont pas salariés, etc. La santé est avant tout un droit. Quand on parle du postulat que la santé est un droit, l'État est dans l'obligation impérative d'offrir, même à ceux qui ne cotisent pas, qui ne travaillent pas, des systèmes comme ceux qui sont donc déployés, déroulés dans tous les pays du monde. Ça, c'est la première réponse. Oui. Donc, la durabilité, c'est à l'État d'y faire face par les ressources budgétaires, d'assurer, de sanctuariser une masse d'argent pour faire face à l'assurance des gens et pour faire face donc à l'assurance. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, oui, je suis d'accord qu'il a raison, il faut traiter aussi les problèmes de pauvreté. Ça impacte la pauvreté, mais ça l'impacte de façon collatérale. Mais pour lutter contre la pauvreté, il faut la croissance, il faut l'emploi, il faut les programmes économiques majeurs. Et j'estime que ce qui est en train d'être fait actuellement, notamment le programme élargi du président de la République, c'est une injection, ça fait partie des générations de programmes post-Covid. On se rend compte que le monde a été totalement déstabilisé, il a été secoué fortement, et il faut donc un remède de cheval pour faire face au monde d'après Covid. Donc des investissements massifs, on s'en fout un peu éperdument des déficits budgétaires, donc on les met derrière, il faut injecter de l'argent pour trouver de l'emploi, pour stimuler la croissance, pour créer de la richesse. Je pense qu'on est sur une bonne piste. Avec ce programme élargi. 2, avec les allusions qui sont dans le programme élargi ou les suggestions qu'on doit se positionner sur une trajectoire d'émergence. Nous avons certaines ressources.
Par exemple, j'ai écouté des informations ces derniers jours sur le programme géant relatif à l'hydrogène. Ce n'est pas notre sujet, mais on peut l'aborder de façon incidente. Si dans des milieux financiers et économiques extrêmement sérieux et qui ont l'expérience des gros investissements, si on pense à choisir la Mauritanie comme destination pour un investissement de 30 à 40 milliards de dollars, je ne sais pas si, voilà, le memorandum of understanding, l'arrangement qui a été fait, ça donne une idée aussi que la Mauritanie, que les choses bougent, que la Mauritanie peut-être, pourrait être, si nous y mettons chacun, et il a raison de parler de l'administration et de l'État, oui. Ah oui, professeur Lo a raison que pour gérer tout cela, pour gérer les problèmes, mais aussi pour gérer les solutions, il faut une administration compétente, une administration intègre. Il faut en haut qu'au niveau du management supérieur, au niveau du président de la République, du gouvernement, qu'on soit assez imaginatif pour susciter des politiques qui peuvent engendrer ça. Monsieur le directeur, donc, vous avez parlé tout à l'heure des différentes étapes. Est-ce que qui doit cotiser d'ailleurs pour les assurer? J'ai écouté l'intervention du professeur Lo et ses préoccupations. Je voudrais dire d'abord que l'une des missions, la CNAM a 4 missions qui sont fixées par les textes et elle travaille toutes les années pour leur réalisation. La première mission, c'est l'extension du périmètre de l'assurance maladie dont on vient de parler. La deuxième mission, c'est rapprocher les services aux assurés le plus possible. Et la troisième mission est que l'une des plus importantes, c'est maintenir l'équilibre financier du système. C'est-à-dire que la CNAM ne peut pas se permettre d'être déficitaire. Elle doit maintenir l'équilibre du système. Donc nous avons parlé des fonctionnaires, nous avons parlé de l'armée, nous avons parlé des établissements publics, parapublics, nous avons parlé du privé, nous avons parlé des différentes branches. Chacune de ces branches qui font partie comporte des dépenses et comporte des cotisations et nous veillons à ce que cette branche continue à être équilibrée, sinon d'ailleurs plus. C'est pourquoi jusqu'à maintenant la CNAM, c'est peut-être l'une des rares caisses de la sous-région qui n'est pas déficitaire, qui n'a jamais eu recours aux subventionnées, aux aides de l'État. La nouvelle branche a fait l'objet d'une négociation. Elle n'est pas venue, elle n'a pas atterri, elle a fait l'objet d'une négociation qui a duré plusieurs mois entre la CNAM et la délégation générale, pour arriver à une forme de cotisation qui garantisse effectivement que la nouvelle branche ne va pas impacter négativement sur les branches existantes. Et donc nous veillons effectivement attentivement à ce que la structure qui est la CNAM continue à maintenir son équilibre financier. Concernant les dispositifs effectivement est très lourd, mais nous avons déjà une expérience quand même de 10 ans et nous couvrons déjà tous les hôpitaux régionaux, nous couvrons tous les centres qui se trouvent dans les capitales régionales. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que le système va être étendu pour couvrir les centres de santé qui sont dans les Muqata'a et les postes de santé qui sont en dehors des Muqata'a. Pour que l'assuré maintenant, l'assuré CNAM puisse, dans n'importe quel poste de santé, être attendu par les services concernés. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que la CNAM travaille sur le dossier. On n'a pas commencé hier. Depuis que la convention a été négociée, et je rappelle, a été négociée avec la délégation, on a commencé le travail. On a déjà fait plusieurs ateliers interrégionaux. Pratiquement toutes les régions ont été couvertes. Les DARAS, avec les médecins-chefs des Muqata'a, les documents, les dispositifs de paiement qui vont remonter des postes de santé a déjà été mis en place. Les formulaires, les rapports médicaux, tout le circuit a été mis en place. Et les postes de santé, on a signé une convention avec le ministère de la Santé qui a étendu le conventionnement qui était limité aux hôpitaux. Il est étendu maintenant aux postes de santé, aux centres de santé. Tout cela pour permettre aux gens de commencer déjà à bénéficier. Et dès que le président de la République a commencé à distribuer les cartes, le système a été immédiatement déclenché. Il y a des gens qui ont déjà commencé à se soigner avec les cartes des indigents. À Kaïdi, on a déjà un assuré qui s'est déjà soigné avec. Et à Nouakchott, nous avons une assuré, je l'ai montré tout à l'heure, qui a déjà pris ses médicaments dans une pharmacie. Donc, dès que les premiers documents ont été signés, le système, qui est un système informatique, qui est connecté avec tous les hôpitaux régionaux, avec les pharmacies tiers payantes, a été immédiatement ouvert. Il nous reste, malheureusement,
les postes de santé et les centres de santé qui n'ont pas de connexion souvent Internet et qui donc ne sont pas encore connectés sur le système pour lequel nous avons adopté un autre système. Il suffit de présenter la carte pour que l'assuré soit soigné par le poste de santé et le poste de santé, la facture va aller remonter à travers les délégations régionales de la santé et à travers les interrégionales de la CNAM au niveau de la CNAM pour que le poste de santé, le centre de santé et l'hôpital régional, la facture correspondante lui soit payée dans les meilleurs délais. C'est un peu rapidement les dispositifs. Maintenant, de quoi vont bénéficier les assurés? Qui cotisent? Oui, qui cotisent. Les cotisent pour nous, c'est très simple. Le système de la CNAM est un système contributif. Pour bénéficier de l'assurance, il faut contribuer. Dans le cas de ces 600 000, c'est l'État qui cotise. C'est l'État qui les prend en charge et c'est l'État qui cotise pour eux. Donc, pour nous, c'est le montant de la cotisation est fixé dans la Convention. Les modalités de paiement sont fixées et ils sont traités exactement comme tous les autres groupes, sauf que les autres groupes contribuent, l'employeur contribue, et ici, dans le cas de figure, c'est l'État qui contribue. Pourquoi l'État contribue? Je reviens un peu sur l'idée. Dans tous les pays, dans les pays voisins, par exemple, il y a ce qu'on appelle des systèmes, non pas d'assurance, mais d'assistance. Pour ce groupe, généralement, effectivement, c'est l'État qui prend en charge leur cotisation. Soit à travers une cotisation directement à la structure contributive, comme la CNAM, soit en mettant sur place une structure spécifique d'assistance médicale financée par les subventions de l'État et parfois financée par des impôts sur les activités nuisibles à la santé. C'est ce qui fait dans certains pays. Mais ce groupe de pauvres qui n'a pas de moyens de cotiser, effectivement, comme vous l'avez dit, effectivement, l'État doit prendre en charge sa cotisation. Mais pour que le système reste équilibré, il faut que l'État cotise pour eux exactement comme les autres et mettant le groupe un peu en fonctionnement. Allez-y. Oui, moi je voudrais dire ici, juste avant que vous passiez. J'espère que vous n'allez pas jouer le rôle du journaliste. Non, je n'oserais pas, Oui. je ne me le permettrai pas. Moi, je voudrais simplement dire ici, c'est du point de vue de la lecture, si vous voulez, du dispositif, que, bien évidemment, la différenciation que vous faites est compréhensible entre les systèmes d'assistance et les systèmes de contribution. Mais justement, dans ce cadre-là, moi, je voudrais, disons, attirer l'attention sur deux aspects, deux choses. La première des choses, d'abord, donc l'assiette, comme tu l'as dit, ceux qui bénéficient. Alors, vous avez comme critère, pour ceux, disons, les additionnels, celui de la misère, des pauvres, ceux qui sont des indigents, qui doivent donc, pour cela, parce qu'ils ne disposent pas des moyens pour y participer, être, pour ainsi dire, subrogés, pour utiliser une formule un peu technique, par l'État qui va, va coûter à leur place. Bon, moi, je comprends bien. Moi, je me pose cependant un problème. C'est que, effectivement, ça, c'est une réalité, disons, immédiate. Et le pauvre est un pauvre, et puis quel qu'il soit, qu'il soit à la campagne, qu'il soit en ville, c'est un pauvre. Mais en même temps, je le disais tout à l'heure, il faut le rattacher aux dynamiques économiques. Aujourd'hui, il y a des éleveurs et il y a des paysans comme catégorie sociale. Alors, mon problème, c'est de savoir est-ce que le dispositif qui est mis en œuvre tient compte de cette réalité sociale, d'identification, indépendamment seulement, si vous voulez, indépendamment de la question disons, du rapport à la richesse, hein, d'être un pauvre ou ne pas l'être. Est-ce que le dispositif, notre dispositif, est suffisamment pratique pour tenir compte de ces réalités sociales qui sont en même temps des réalités économiques, donc des réalités socio-économiques, des catégories entières de population qui ne sont pas dans le même type de rapport que, par exemple, celles que l'on trouve en ville avec l'État. Parce que si vous êtes un paysan, vous êtes dans un autre univers économique et le rapport que vous avez avec l'État n'est pas du tout le même. Et la CNAM, en tant que telle, ne pourra pas être dans le même dispositif, je veux dire, dans le même rapport contributif que s'il s'agissait de celui qui est en ville. Donc ça, c'est un élément important. Et c'est valable pour les éleveurs, à plus forte raison, qui bougent avec tout ce que vous savez sur la situation extraordinairement difficile. Comme les pêcheurs qui ont été... Je voudrais clarifier ce point. En tout cas, je voudrais que le débat passe aussi par ça. Parce que c'est là qui va donner un aspect concret dans notre débat et qui permettra à tout le monde de bien se rendre compte de la nature du dispositif et de son utilité. La deuxième des choses, sur laquelle également j'aimerais peut-être attirer l'attention, c'est, je ne dis pas la question du contre-pouvoir, mais en tout cas la question du contrôle du dispositif. Écoutez, vous êtes une administration. Hein? Et c'est bien, vous êtes une administration. Mais vous êtes aussi des employeurs.
Donc, cela fait que, même si vous êtes là pour servir, parce que c'est d'abord ça votre finalité, vous le faites cependant aussi, et ça tu l'as très bien dit, à base des principes d'équilibre. Vous ne voulez pas être déficitaire, n'est-ce pas? Bon, donc ça fait que vous êtes aussi en même temps dans un rapport de gestion qui n'est peut-être pas toujours dans la même, disons, dans le même impératif, hein, pour faire simple, que les syndicats, par exemple. Alors, comment et dans quelles conditions les syndicats sont-ils impliqués dans ce dispositif? Comment et dans quelles conditions, d'abord en amont, ont-ils été ou non impliqués et associés dans la réflexion autour de quel modèle je ne sais pas si je me fais comprendre. De quel modèle doit-il s'agir pour nous, la Mauritanie? Parce que nous sommes la Mauritanie, on n'est pas le Sénégal, on n'est pas le Maroc. À plus forte raison, on n'est pas du tout la France. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu l'as dit, effectivement des éléments universels dans cela. On ne peut pas non plus réinventer la roue. Mais il reste que nous sommes une réalité concrète. Il faut l'adapter à la réalité. Voilà. Il y a ce besoin d'adaptation, je pense, passe par le fait qu'il y a des médiateurs sociaux dont on ne peut pas imaginer une seconde qu'on puisse les mettre de côté. Donc si j'ai parlé des syndicats, c'est parce qu'ils jouent un rôle important. Mais c'est valable pour les mutuelles, c'est valable pour les associations villageoises ou des associations d'éleveurs, etc., qui ici doivent avoir leur mot à dire pour que ce dispositif-là, ils se les approprient. C'est ça ce que je veux dire. Que ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'administration, ça appartient aux destinataires, auxquels l'administration doit rendre compte. C'est la démocratie sociale. Donc, voilà. Je voudrais préciser, nous sommes dans un processus de mise en place d'un système d'assurance universelle. Nous nous trouvons dans un pays, malheureusement, où la majeure partie de l'activité économique est une activité informelle. Ouais. Donc, le grand problème pour mettre en place les systèmes d'assurance maladie dans ce genre de pays, que ce soit la Mauritanie ou le Sénégal ou l'Afrique, c'est que nous avons un secteur formel qui est localisé. Nous avons une poche, grande poche ou un grand ventre, si vous appelez comme vous voulez, qui est le secteur informel, où il y a énormément de difficultés pour avoir des interfaces permettant de mettre en place cette assurance maladie. Et nous avons ce groupe d'indigents pauvres qui est à la limite du système et qui ne bénéficie pas. Donc, le problème est le suivant. Le secteur formel est couvert maintenant. Parce que nous avons couvert aujourd'hui le secteur formel, que ce soit public ou privé, que ce soit la pêche artisanale. Nous avons signé des conventions avec la Fédération nationale de pêche artisanale. Nous avons signé des conventions avec la Fédération nationale de pêche artisanale. Et nous avons signé avec ces deux sections, celle de Nouadhibou et celle du Sud. Et nous avons signé avec 4 ou 5 autres syndicats de la pêche artisanale. Nous avons signé avec les dockers, nous avons signé avec les imams de mosquées, nous avons signé avec les avocats, entre parenthèses, il y a un groupe d'avocats qui est intégré. Donc, partout où il y a une interface avec laquelle nous pouvons travailler, nous signons des conventions pour les intégrer dans les systèmes. Mais nous reconnaissons qu'il y a un important groupe dont vous parlez, les éleveurs, les agriculteurs, les commerçants, les petits métiers qui ne sont malheureusement pas encore couverts et pour lesquels il faut trouver une formule originale permettant de les intégrer. Dans ce cadre, il y a les mutuelles qui sont mises en place. On est en train de mettre, par exemple, 3 mutuelles, l'une au niveau du Kifa et 2 au niveau des wilayas de Nouakchott pour prendre justement un certain nombre de groupes de charge. Tout ceci parce qu'on cherche les formules permettant justement d'étendre les périmètres. Mais en attendant, il y a ce groupe qui est localisé, il y a ce groupe qui est localisé, celui-là il contribue, celui-là l'État contribue pour lui, c'est un pas important. Mais il nous reste, nous avons parlé d'1 million, mais c'est une population de combien? De plus de 4 millions. Ça veut dire qu'il y a une importante frange de la population avec laquelle il faut progressivement inventer des formules pour pouvoir justement les intégrer dans ce genre de système. Maintenant, pour ce qui est de l'équilibre, c'est la mission de la CNAM. C'est l'une des missions qui lui sont confiées par les textes. Elle doit veiller à ce que le système reste équilibré. Et ça croyez-moi, c'est un point pour nous, un point de responsabilité. Chaque branche, nous veillons à ce qu'elle soit plus ou moins équilibrée pour éviter qu'une des branches n'affecte négativement l'autre. L'avenir, quel est l'avenir? Tant que l'État contribue pour les 600 000, il n'y aura aucun problème. L'Assemblée va les assurer, va les couvrir. Mais c'est comme tous les autres groupes.
Mais le problème dont vous avez parlé, le problème des syndicats, les syndicats, le conseil d'administration de la CNAM, dans ce conseil sont représentés les organisations syndicales. C'est vraiment. Oui. Et toute la convention Acte-Azur a été discutée au sein du conseil d'administration. Et il y a eu un débat sur effectivement cette convention et c'est le conseil qui l'a approuvée. Mais effectivement, je comprends tout. C'est mon inquiétude. Les exemples que vous avez fait, ce sont mes inquiétudes, sur lesquelles je veille. Mais effectivement, je fais tout pour que effectivement, ces inquiétudes ne se matérialisent pas. Que les risques n'arrivent pas. Mais vous avez raison quand même de les soulever. Voilà. Ça me renforce dans ma position, si vous voulez. Merci beaucoup. Je trouve que ce sont des réponses extrêmement importantes et qu'elle est intéressante et que les questions soulevées par l'observateur le sont aussi. Seulement, je voudrais dire, que nous devons noter, acter, que c'est quand même un tournant important dans l'assurance maladie, un tournant important dans la lutte contre la pauvreté. Donc c'est quand même un tournant majeur. Dans une conjoncture de Covid. Dans une conjoncture difficile, sur tous les plans, elle est difficile. Donc, il faut acter cela, c'est quand même un tournant majeur dans la protection sociale, dans la politique sociale, qui s'ajoute à d'autres que j'ai évoqués. Gourmaud s'est posé tout à l'heure, est-ce que les critères sont objectifs, etc. Oui, je pense avoir entendu les gens d'État-Azur. Comme vous le savez, il y a le menu du registre social qui est un système validé un peu partout dans le monde et qui obéit à des critères extrêmement transparents. Ce sont des critères donc, de précarité absolue, etc., etc. Et il y a un questionnaire extrêmement pointu qui est adressé des assemblées villageoises. Bon, je vous fais l'économie de tout cela, mais disons que c'est les meilleurs de ce qui peut être fait en matière de transparence dans l'éligibilité. Le meilleur. 2, vous avez tout à fait raison, et le docteur l'a répondu, sur les catégories sociales qui ne sont pas encore intégrées, les éleveurs, les paysans notamment. Vous le savez mieux que moi, tout dispositif de protection sociale, c'est beaucoup d'acteurs à la fois. Ce n'est pas seulement que la caisse d'assurance maladie, ce sont les mutuelles. Tant que la mutualité n'aura pas connu un développement réel, la mutualité est la base de la solidarité sociale et la base de la protection donc par solidarité des gens. Il faut, comme l'a dit le directeur général, stimuler des mutuelles, des paysans, elles existent d'ailleurs, certaines associations, des mutuelles d'éleveurs. Je pense que le nouveau programme en matière d'élevage qui a été annoncé par le président de la République à Tembadra, lui aussi c'est un programme majeur qui concerne une frange importante de la population, qui est laissée aux marges et qui va avoir injecté 8 milliards d'ouguiyas, c'est quand même important. Et tant que la transition vers la formalité n'est pas établie, tant qu'on est dans l'informel absolu, on aura du mal à cerner toutes les catégories qui doivent être protégées. Donc, je tiens à préciser que cette assurance générale, le docteur général me l'a dit tout à l'heure, est une assurance générale totalement gratuite, puisque le principe, c'est qu'il y ait un petit quelque chose à verser, un ticket modérateur, comme on l'appelle. Là, c'est l'intégralité de la gratuité, de la prise en charge par l'État. Voilà. Donc, je pense que, effectivement, nous devons... Tout cela doit procéder d'une réflexion plus globale vers sur les stratégies économiques qu'on déroule. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation difficile. Nous faisons partie d'un ensemble de pays qui sont dans des situations difficiles. Et qu'il faut dépasser par des politiques adaptées, par des investissements majeurs. Il faut l'investissement pour créer la croissance, pour créer l'emploi. Ce triptyque est très important et il faut que nous sachions. Je voudrais juste dire un peu, s'il vous plaît. Juste avant, un petit mot pour compléter. Un petit mot. Petit mot parce que c'est important, ce groupe, moi ça me préoccupe effectivement, ce groupe qui est entre les deux, les formels, les agriculteurs, les paysans, les commerçants, les petits métiers. J'ai dit qu'au niveau de la CNAM, ce qu'il nous faut, c'est une interface. Nous sommes prêts à discuter avec les fédérations d'agriculteurs, avec les fédérations d'éleveurs, avec les associations, par exemple, de commerçants, pour trouver une formule pour assurer leurs adhérents à travers justement la CNAM. Exactement comme la fédération de pêche. Pour nous, la fédération, ça rappelle l'interface, c'est un peu comme l'employeur.
c'est lui qui connaît ses membres. Et on se met d'accord, on fixe un taux de cotisation raisonnable qui permet que ça soit équilibré. Et la fédération joue le rôle d'interface. C'est jouable pour les agriculteurs, c'est jouable pour les artisans, pour tout le monde. Personnellement, je suis convaincu de la bonne volonté. C'est qu'il faut innover, sur ces choses. Je suis convaincu de la bonne volonté actuelle de faire réellement dans le renouvellement de certaines institutions, dont celle-ci. Je crois qu'il est important de le souligner. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour en discuter, lui de la majorité, moi de l'opposition. Et c'est une première, d'ailleurs, de discuter des sujets comme ça, qui ne soient pas des sujets électoraux, et on n'est pas à la veille d'une élection pour qu'on se tire dessus. On peut donc discuter. C'est rare, hein, pour qu'on ne le souligne pas. Ça veut dire qu'il y a des sujets, et c'est la TVM, vous avez très bien fait de prendre en main cette mission, de mettre les Mauritaniens en face de ce qui est possible entre la réalité et ce qu'on peut rêver d'améliorer, etc. C'est dans ce sens que je souligne ces problèmes-là. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que moi, je suis conscient comme vous, enfin j'espère, que les institutions ne peuvent pas se renouveler du jour au lendemain. Vous savez très bien que ce pays existe depuis 60 ans au moins comme pays indépendant. Il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été mises sur pied. Et il y a des habitudes, il y a une culture administrative, il y a beaucoup de choses. Et toi, tu le sais, tu ne le diras pas ici, je le sais que tu ne le diras pas. Mais tu sais très bien qu'il y a des réalités auxquelles tu es confronté. Tu aurais voulu ne pas y être confronté, même pour la réalisation de ce que tu penses être ta mission. Mais c'est hérité de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de pratiques qui ont été faites. Beaucoup d'ailleurs de ceux qui les font ne se rendent même pas compte que ces pratiques-là peut-être patinent par rapport à leur objectif. Donc ça, il est important de le souligner. Alors, moi, je dis par exemple que sur la question, mettons, de la transparence, moi j'ai des retombées de nos militants qui me disent, monsieur, camarade, nous, dans tel secteur, dans tel quartier, dans tel jeu, je peux vous les donner, nous avons déposé des listes de pauvres, parce qu'on nous a donné, on nous a demandé depuis 6 mois, 8 mois, de donner des pauvres auxquels nous sommes, enfin, avec lesquels nous sommes en contact, pour voir réellement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Beaucoup nous disent, on a bien l'impression qu'on nous a mis de côté. Ça, c'est des choses qui ne t'intéressent pas, toi. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'à la base, il y a des problèmes de huiler l'administration, de faire en sorte que l'administration ne soit pas à côté de la volonté affichée et affirmée de ceux qui veulent instaurer quelque chose ou qui disent qu'ils instaurent quelque chose. Il y a bel et bien plus que des poches de résistance dans cette administration au renouvellement. Aujourd'hui, on a des kystes dans cette administration qui bloquent toute modification et tout changement. Et si on ne met pas la réalité dans ce qui est en train de se passer, on va tourner en rond. Là, maintenant, ça va aller, mais dans 5 ans ou dans 6 ans, on va encore en reparler. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer également l'attention, c'est que le problème que nous soulevons ne peut pas être réglé en lui-même. C'est-à-dire que toi, à la caisse, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de déficit, toi, tu es dans ta logique de texte, tu l'as dit. Tu es dans un texte, cette logique, tu ne peux pas en sortir, même si tu es de très bonne volonté. Mais cette logique, elle est insérée dans une logique plus générale. J'avais commencé par ça, et je crois que même mon ami Harma a confirmé que c'est judiciaire, que c'est juste. C'est que si on ne remet pas en cause, ou si en tout cas on ne prend pas en main la question du fonctionnement global de l'économie et du fonctionnement dans son ensemble des conditions dans lesquelles le marché fonctionne, par exemple pour résorber l'informel, il faut revoir les structures économiques. Écoutez, il n'y a pas midi à 14 heures. Tant mieux, monsieur Et Le si on ne Gourmand, règle pas le problème de l'informel, on ne pourra pas régler le problème de fond qui est en train de se poser. C'est ce genre de problème que je voulais... Le message est passé. Mais allez-y. Je vais rebondir un peu sur sur deux petits points. Je commence par le dernier. On ne voudrait pas que le débat soit pas le débat, entre l'opposition et... Ça sont des sujets qui sont directs. Sur les déficits éventuels. Naturellement, tout manager est bien encadré, il ne faut pas faire de déficit, voilà, etc. C'est normal. Hein? Et donc, les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas de déficit. Ceci étant dit, voilà, ceci étant dit, les caisses d'assurance maladie, il leur arrive quand même d'être déficitaires dans le monde. Et il y a des solutions. C'est la règle d'ailleurs. Oui, c'est même la règle. Et on augmente de 1 point ou 2 de TVA, curieusement. En fait, on reprend d'une main ce qu'on va vous donner de l'autre. C'est clair. On met 1 point ou 2 de TVA pour compenser les assurances. Voilà. C'est classique. Donc,
je comprends son souci, qui est le mien aussi, c'est que... Alhamdoulilah, on n'est pas dans cette voilà, situation. on n'est pas dans... Voilà, Tant mieux. on est à l'abri, mais si d'aventure ça arrivait, ce n'est pas la fin du monde, ça arrive, voilà, etc. Deuxième point, moi je reviens sur cette idée de transparence. Vous n'avez pas très bien entendu ou écouté ce que j'ai dit. Écoutez, pour identifier une population éligible à quelque chose comme ça, à l'assurance maladie, il n'y a pas que, il y a plusieurs solutions, mais celle qui a été choisie est probablement la plus transparente. Le registre social, vous le connaissez bien. Il existe, sur instigation de la Banque mondiale, de recommandation de la Banque mondiale, ce qu'on appelle le registre social, c'est la procédé politique de lutte contre la pauvreté, pour identifier les vrais pauvres, les vrais qui sont en situation de précarité, suivant des critères extrêmement transparents et une identification transparente. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que les gens ont dit, les gens d'État Azur, ça se passe à l'extérieur de Nouakchott. Nouakchott n'est pas encore concerné par cette procédure, il faut être clair. À l'intérieur, ce sont des assemblées des villages, des villageois et de communautés qui obéissent à des règles claires. Il faut que 70% de la population soit représentée, qu'il y ait des représentants, sinon l'Assemblée générale ne se tient pas. Et ce sont les chefs des familles, des groupes qui sont réunis pour identifier les pauvres parmi eux et qui en communiquent la liste. C'est une démarche démocratique. Elle n'est pas appliquée partout. Ça, c'est le moins compliqué. Oui, il y a des failles écoutez, on ne peut pas s'en il y a toujours des marges d'erreur. L'essentiel, c'est de confiner les marges dans des limites extrêmement... Il y a des pratiques sociales difficiles à s'en débarrasser du jour au lendemain. On a vécu des années... Nous le savons donc, Maître Gouroumo, excusez-moi de vous couper la parole. Ce processus a commencé d'intégration la semaine passée. Comment compte-t-il se poursuivre? Jusqu'à quand? Voilà, comme je vous l'ai dit, le processus, la distribution des cartes a commencé la semaine passée, mais le processus a commencé bien avant. La préparation de la convention, c'est la fin d'année passée. La signature a été début janvier. Des ateliers ont été organisés dans toutes les wilayas. Une convention a été signée avec le ministère de la Santé. Et Tazor nous a transmis une liste de 106 963 dossiers. Nous avons travaillé pendant 2 mois pour préparer les cartes. Nous avons préparé les 106 963 cartes. Nous les avons réceptionnées par Tazor TV. Et maintenant, tous ces 106 963 cartes sont dans le système informatique de la CNAM. Chacun a déjà son INAM et chacun peut aller déjà avec sa carte. Explique c'est quoi? L'INAM, son identification nationale CNAM. Il y a l'INNI et il y a l'INAM qui est le code de la CNAM. Et ils peuvent dès maintenant aller dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les pharmacies conventionnées par la CNAM pour se faire soigner. Et comme le disait le président, donc gratuitement parce qu'il ne paye pas le reste à charge, la reste à charge est pris dans le cadre de la cotisation. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. Et ils peuvent aller se faire soigner. Maintenant, il y a un autre processus maintenant qui est de remonter la facture. Ça, c'est entre nous et les différentes structures de santé. Et c'est un processus très complexe. Mais nous avons aussi un processus parallèle, pour vous tranquilliser, d'aller faire des missions de supervision sur le terrain pour s'assurer que les gens qui vont bénéficier de ces services sont bien des gens titulaires de ces cartes. Donc il y a des systèmes de contrôle. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a un plafond. Et cela, ça permet un peu de rebondir sur de quoi vont-ils bénéficier. Donc ils vont bénéficier comme tous les autres assurés. De tout ce que nous appelons nous, tous les traitements ambulatoires, les consultations, les analyses qui sont prises en charge entre 80 et 90%. Ils vont bénéficier des hospitalisations qui sont prises en charge à 90%, dans leur cas à 100%. Ils vont bénéficier des médicaments. Ils vont bénéficier au même titre que les autres des évacuations en cas de besoin d'évacuation dans des services à l'étranger. Et ils vont pouvoir aussi bénéficier, comme je l'ai dit, dans les médicaments, dans les pharmacies payantes. Ce sont les mêmes avantages que les autres camps, d'ailleurs un peu plus par rapport aux autres. Maintenant, le système lui-même, il est mis en place. Ils sont attendus dans les services de santé. Ils peuvent y aller à tout moment dès qu'ils présentent leur carte. Et on attend maintenant la deuxième vague
Parce que ce que nous avons reçu, c'est 106 963 personnes, mais qui sont en fait, il y a en fait 62 272 chefs de famille. C'est-à-dire que nous avons déjà reçu à peu près 62 000 familles. Mais tous les membres de ces familles ne sont pas encore venus. Parfois, il y a un seul membre de la famille et les autres ne sont pas encore venus. Monsieur le DG. Parce qu'ils n'ont pas de NNI. Nous ne travaillons qu'à la carte nationale. C'est ça. Alors, et ça, c'est effectivement à défaut, à défaut de NNI, toute attestation certifiée d'état Azur est prise en charge. Cela nous amène un peu... Il nous amène une attestation d'état Azur, nous l'acceptons à titre provisoire, mais ça veut exiger qu'après qu'il faut faire... Monsieur le DG, cela nous amène un peu à se demander comment les partis politiques vont accompagner cette initiative en termes de sensibilisation auprès des bénéficiaires. Oui. Puisque l'émission, il faut le dire, touche à sa fin. On a 5 minutes. Je pense que ça mérite, comme vous l'avez dit. Chacun aura un dernier mot. Tout à fait. Oui. Comme dernier mot, il faut tout d'abord, nous devons donc, ça nous l'avons fait ensemble, valoriser l'importance de ce tournant dans la protection sociale, considérer que c'est un acte majeur dans la politique sociale du pays, c'est important. Il faut le préserver, il faut l'améliorer, améliorer voilà, son système de fonctionnement. Et effectivement, pour que les gens bénéficient largement des prestations, bénéficient de leur carte, il faut les pousser à déposer leur dossier, il faut les accompagner. Effectivement, ça mérite bien une campagne de sensibilisation. Je vous recommande à vous, de Mauritania, de vous y engager, puisque vous êtes très bien suivi. Et voilà, je pense que si vous faites un petit spot permanent sur la volonté, sur la nécessité pour les gens d'y aller, c'est déjà important. Donc, je considère pour ma part que cela s'inscrit, comme je l'ai dit, dans un panel de mesures, de programmes importants en matière sociale. Si on ajoute ça, et je veux qu'on y consacre une petite minute de réflexion aux mesures que j'ai énumérées tout à l'heure, qui ont été annoncées le 28 novembre passé, ça fait quand même, ça booste un petit peu quand même. Et n'oubliez pas, et ça j'en discutais je pense ce matin avec quelqu'un, c'est que les dépenses de santé constituent un facteur important pour faire basculer les gens dans la pauvreté extrême. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a peu ou pas de revenus, qui est obligé de se sacrifier pour soigner les siens, il sombre, il bascule vers la pauvreté la plus absolue. À tel point que vous savez que les dépenses de santé peuvent représenter jusqu'à 50% pour certains ménages. Quand on les prend en charge, on tire quand même une épine du pied. C'est quand même ça, il faut le saluer. Voilà. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que les partis politiques, en tout cas le nôtre, a toujours fait de cette question une question centrale. D'ailleurs, notre candidat, Mohamed Mouloud, lors de la dernière présidentielle, l'un des points essentiels qu'il avait mis en avant, c'était cette question-là. Il n'a pas été élu pour diverses raisons. Mais un des points essentiels, c'était sur cette question-là. Et évidemment, nous avons notre comparatif par rapport à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il y a des aspects extrêmement importants qui sont faits aujourd'hui qu'il faut souligner. Et nos militants et le public auquel on s'adresse va en effet entendre ce que nous en disons. Et ce que je souligne ici, c'est d'ailleurs qu'il faut amener les gens à aller, parce que c'est un droit, aller récupérer leurs droits, aller récupérer leurs cartes, exiger que cela soit fait avec ce qui accompagne, notamment, vous l'avez dit, monsieur le directeur, tout ce qui est NNI, c'est-à-dire les fameuses cartes, les inscriptions, tout ça, c'est des choses, il faut lutter pour se les arracher. Quand on a une base déjà légale qui permet de le faire, il ne faut pas hésiter à le faire, tout en faisant remonter les choses qui ne marchent pas. Parce que nous, notre rôle, c'est de ne pas dire ce qui marche. Notre rôle, c'est de souligner également non seulement ce qui marche, mais également ce qui ne marche pas. Mais je suis d'accord pour dire, que c'est un progrès qui a été fait, c'est un progrès qui a été réalisé, et il faut absolument le souligner, il faut maintenant aller plus loin et renforcer. Et au-delà du domaine de la santé, quels sont, à votre avis, les autres secteurs prioritaires qui devraient faire l'attention ou l'objet d'attention du gouvernement ou des hautes autorités de ce pays aujourd'hui? Et ça, le secteur de la pêche, le secteur de c'est tout un programme, oui, on commence à discuter. Mais selon vous, en termes de priorité, c'est une émission. On prévoir une autre émission. Une émission entière. Oui, mais de façon brève. La dimension fondamentale aujourd'hui est d'ordre politique. C'est celle-là qui déterminera tout le reste.
si nous sommes dans un climat d'apaisement. Et on l'a vu aujourd'hui, et on peut donc dans un climat d'apaisement discuter des questions sur le fond, rester divergent, mais dans la civilisation, dans l'opératoire. Mais il faut renforcer ça. Si on n'ouvre pas le dialogue qui est demandé et qui permettra aux uns et aux autres de convenir sur un pacte républicain qui précisément aura comme un élément saillant cette question-là de l'assurance et de l'assurance maladie et les autres assurances sociales aussi, si on ne le fait pas, on va continuer à tourner en rond. Donc pour moi, l'élément décisif aujourd'hui, c'est cette dimension-là. Maintenant, les secteurs économiques sont des secteurs stratégiques. Que nous réagissions, nous, parce que c'est quand même important. Effectivement. Comme l'a dit le professeur Lo, donc il est important, nous constatons, depuis que le président Mohamed El Cheikh Ghazouani est au pouvoir, qu'il y a quand même un apaisement, c'est très clair, et que les formations politiques sont plus... Nous agissons avec eux dans le cadre nous avons un cadre de concertation, et nous avons initié sur la demande du président de la République, parce que c'est dans son programme, si vous le lisez, c'est très clair qu'il va booster, que les partenaires politiques se retrouvent. Nous avons initié une concertation politique sur laquelle nous travaillons. Le gouvernement connaît très bien que ça avance. Ce n'est pas toujours facile d'enclencher une concertation, mais l'essentiel, c'est que nous y travaillons d'arrache-pied. Et effectivement, je partage ton avis là-dessus. Tant mieux. Monsieur le DG, en quelques secondes, un mot. L'assurance maladie a fait un bond en termes de périmètre chez nous. Et que maintenant, il y a 106 000 cartes qui ont déjà été préparées, qui sont disponibles, qui vont être distribuées entre cette région où se trouvent les plus pauvres et qui doivent en profiter. Et il faut innover, continuer à innover pour répondre à la préoccupation d'extension davantage de l'assurance. Ce nouveau numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Mohamed Yahya Ouelharme, vice-président de l'Union pour la République IPR, Maître Lo Gourmand Abdoul, premier vice-président de l'Union des forces du progrès, Monsieur Debe Oulzain, directeur général de la CNAM, pour avoir répondu et accepté à notre invitation. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mamadou Gueye, Madani Dramé et le réalisateur Ahmed Salou El-Boubout, Seyid El-Ouaissi, tous les caméramans et les techniciens ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de votre émission Zoom Sur.